Bonsoir à tous, très heureuse d'être avec vous en ce samedi 7 décembre sur Monaco Info. Tout de suite les titres de l'actualité. Il est attendu impatiemment chaque année par les petits et les grands. Le village de Noël a été inauguré hier en présence de la princesse Charlène et de ses enfants. Quelles sont les nouveautés cette année? Réponse dans un instant. Nous reviendrons sur les résultats sportifs du week-end, du basket, de la Formule 1 bien sûr, avec les qualifications du Grand Prix d'Abu Dhabi. Et puis nous recevrons le professeur Didier Queloz, prix Nobel de physique en 2019, dans le cadre de la Journée Nobel organisée à Monaco, et l'abbé Christian Venard à l'approche de la fête de l'Immaculée Conception, qui aura lieu lundi, le jour férié. C'est l'image du jour. Après le coup d'envoi des illuminations samedi dernier, le village de Noël a ouvert ses portes au public hier soir. Pour l'inaugurer, la princesse Charlène, accompagnée de ses enfants, la princesse Gabriella et le prince héréditaire Jacques. Retour en images sur ce moment féerique avec Frédéric Elion et Camille Caloni. C'est un rendez-vous incontournable des fêtes de fin d'année en principauté, un endroit où l'on retrouve l'émerveillement et l'insouciance de l'enfance. Le village de Noël a ouvert ses portes vendredi soir. Une inauguration en présence de la princesse Charlène, du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella. Le thème du marché de Noël 2024, pain d'épices et gourmandises. Donc on pourra retrouver 24 chalets commerçants où il y aura donc des produits achetés pour les fêtes de fin d'année, donc pour Noël. Si vous avez un petit trou, donc vous pouvez venir. Il y a également des produits culinaires locaux et internationaux. On a 23 stands alimentaires, donc vous pourrez vous restaurer sur place. Parmi ces stands alimentaires, une nouveauté ou plutôt un retour. Après une année d'absence, Monactaï revient au village de Noël. Nous nous étions rendus compte en fait il manquait une offre asiatique et plus particulièrement thaïlandaise. Et donc on avait exploité un petit chalet qui était mis à disposition par la mairie de Monaco. On avait eu d'excellents retours et ça s'était très bien passé. Et on s'était dit pourquoi pas, vu qu'on était bien lancé, pourquoi pas revenir avec quelque chose de beaucoup plus grand et de plus étoffé. On est là depuis quasiment une semaine à préparer, installer, tester, etc. Donc on est content, on est excité et on espère que notamment la météo sera clémente avec nous. Pour cette première soirée, beaucoup de monde et majoritairement des habitués. J'aime bien la magie de Noël, tout ce qui est Noël, décoration et tout, donc voilà, et manger aussi. Est-ce que vous venez chaque année ou... Chaque année, depuis maintenant peut-être une dizaine d'années. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ici? Qu'est-ce que vous venez faire tout simplement? L'ambiance, la tranquillité et aussi la nourriture. C'est un point important. Et maintenant, tout ce qui est manège pour les enfants. Je viens chaque année. Qu'est-ce qui te plaît le plus ici? Le nouveau parcours. Je vais l'essayer après. Est-ce que tu viens aussi pour manger en général? Qu'est-ce que tu aimes bien manger ici? Je sais pas, peut-être s'il y a des nuggets et des frites et des crêpes. Je voulais voir ma copine danser à la Palladienne. Elle a été comment? Très bien. Qu'est-ce que tu aimes ici au marché de Noël? Qu'est-ce que tu aimes faire? Regarder les spectacles et faire des manèges. Nouveauté cette année au village de Noël, un parcours ludique et créatif destiné aux enfants. Plusieurs spectacles itinérants ou sur scène seront aussi proposés au public. Le village des sports ouvrira lui le 20 décembre jusqu'au 5 janvier, date de la fermeture du village de Noël. Vous avez donc un mois pour en profiter. Ouvrons une page sport avec du basket d'abord. Après la défaite face à l'Olympiakos mercredi, la Roca Team a parfaitement réagi en s'imposant nettement face à l'Alba Berlin hier soir à Gaston-Médecin. Une victoire 100-80 qui permet à Monaco de grimper à la 4e place du classement d'Euroleague. Le résumé de la rencontre, c'est avec Frédéric Elion. Un match maîtrisé du début à la fin, des temps de jeu partagés avec 11 joueurs à plus de 12 minutes sur le parquet. Tout s'est parfaitement passé pour la Roca Team contre l'Alba Berlin vendredi soir à Gaston-Médecin. Face au 17e d'Euroleague, les Monégasques se détachent rapidement. 10-4 après 2 minutes, 34-18 à la fin du premier quart-temps. Tout le monde est impliqué. Vito Brown plante 12 points en première mi-temps, plus 18 Monaco à la pause. En deuxième période, Monaco contrôle et ne se fait pas de frayeur. Papagiannis règne près du cercle, puis la salle s'enflamme après cet énorme contre de Lloyd sur Spaniolo.
100 à 80 score final, grosse victoire collective pour la Roca Team qui remonte dans le top 4. Je suis vraiment content de comment on a abordé le match, mais surtout de comment on a réussi à garder l'écart tout le match. On le sait, c'est quelque chose qui par le passé nous a fait défaut à maintes reprises, donc voilà, c'est bien. Je ne pense pas qu'on se soit fait peur à quelques instants du match, même si forcément il y a eu des temps forts et des temps faibles. Mais voilà, ça a été un match sérieux de bout en bout. On a à nouveau fait plus de 20 passes décisives, 24 je crois, donc c'est très positif et il faut continuer sur cette lancée. On voulait prendre le match au sérieux, pas faire le calcul de regarder le classement et de prendre le match à la légère, donc le coach a bien insisté dessus. Et pour la première fois de la saison, on arrive à contrôler un match du début à la fin, donc voilà, c'est une bonne chose et il faut qu'on construise là-dessus. Prochain match pour Monaco, le choc de Betclic Elite à Paris dimanche, une équipe qui reste sur 10 victoires d'affilée en Euroleague. Effectivement, la rencontre de demain aura lieu dans la capitale française à 19h. Vous pourrez la suivre sur la chaîne YouTube de la plateforme britannique DAZN. Pour rappel, Paris est 2e et Monaco 5e du championnat. En basket féminin, cette fois, il n'y aura pas de match pour l'équipe monégasque aujourd'hui. La rencontre prévue à 20h pour le compte de la 10e journée de National 1 contre l'Asvel a été annulée. Le club adverse, en pleine crise financière, a déclaré forfait. Prochain rendez-vous pour la NBA, ce sera à Colomiers le 18 décembre prochain. Et puis un mot de Formule 1 et ce coup dur pour Ferrari au Grand Prix d'Abu Dhabi. Alors que Charles Leclerc venait de réaliser le meilleur temps de la séance de qualification aujourd'hui, son chrono a été effacé pour avoir dépassé les limites de piste au virage 1. Il termine donc à la 14e place et devra en plus subir sa pénalité de 10 places sur la grille demain pour la course dont le départ sera donné à 14h. Elle marquera le clap de fin de cette saison 2024 dans la discipline. Direction l'infini et au-delà avec notre invité, le professeur Didier Queloz. Cet astronome suisse a reçu en 2019 le prix Nobel de physique pour avoir découvert la première exoplanète. Il est à Monaco pour participer à la journée Nobel ouverte par un discours inaugural du prince Albert II. Bonsoir professeur. Bonsoir. En quoi a consisté cette journée et quel a été votre rôle ? Eh bien, j'étais invité pour cette journée pour expliquer qu'est-ce que c'était que cette découverte qui nous a valu le prix Nobel en 2019 et de parler des planètes et puis évidemment de la grande question de la vie dans l'univers. Donc j'ai eu la chance d'avoir une audience extraordinaire parce que c'était beaucoup de jeunes qui étaient là du lycée et puis j'avais le privilège d'avoir des représentants de mes collègues, de l'ambassade de Suède et évidemment le prince. Pourquoi est-ce important pour vous d'aller à la rencontre de la jeunesse ? Alors la jeunesse, c'est le futur de la science. La science ne fonctionne que parce que nous avons des jeunes qui viennent avec des nouvelles idées. Et je pense que c'est important de leur rappeler que c'est eux le futur de la science. Pas qu'ils aient l'impression que la science est écrite et toute faite et qu'ils n'ont pas leur place. Je pense aussi que c'est important qu'on alimente leur enthousiasme, leur curiosité. Et en leur montrant que oui, on peut devenir un chercheur, on peut avoir de la chance et puis on peut éventuellement avoir le prix Nobel. En plus, la science est belle, elle est positive, donc c'est important aussi de continuer à envoyer ce message, aussi auprès des gens qui ont un pouvoir de décision et qui peuvent influencer sur la qualité de l'enseignement et sur la qualité de la recherche que l'on peut faire. Et sur quoi porter leur curiosité justement ? Quelles étaient leurs principales questions ? Alors j'ai eu beaucoup de questions, c'est difficile d'avoir une seule question parce que en fait les questions elles partent un peu de tous les sens, mais il y a beaucoup d'intérêt clairement pour la question des extraterrestres. Qu'est-ce qu'on peut dire de la vie dans l'univers ? Il y a des questions spécifiques sur comment on détecte des planètes et puis après il y a toujours des questions un peu générales qui consistent à dire qu'est-ce que c'est qu'être un chercheur qui a un prix Nobel. Alors j'ai essayé de leur expliquer que la question de la vie dans l'univers elle est très ouverte, mais on commence à avoir des résultats et ces résultats nous mènent encore un petit peu plus loin et que peut-être à terme on va réussir à comprendre pourquoi il y a de la vie sur Terre et puis peut-être qu'il y a de la vie ailleurs. J'ai essayé aussi de leur montrer que ce qu'on a trouvé actuellement, c'est une partie de ce qu'on va trouver dans le futur. Et puis je leur ai expliqué que tout le monde peut être prix Nobel. Il faut un petit peu de chance, il faut un certain talent, mais surtout il faut oser faire des choses un petit peu, aller chercher un peu des choses qui sont un peu difficiles des fois, aller chercher quelque chose qui est nouveau et que je les encourageais à le faire. Vous avez été prix Nobel en 2019. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les travaux qui vous ont valu ce prix ?
Alors la raison pour laquelle nous avons reçu le prix Nobel avec mon collègue Michel Mayor, c'est pour avoir découvert la première planète en orbite autour d'une étoile. C'était en 1995 avec une machine qu'on avait construite à l'Observatoire de Haute-Provence et pour laquelle on a eu des observations les années précédentes. Évidemment, la planète était très étrange, elle était ce qu'on appelle un Jupiter chaud et il a fallu de nombreuses années avant que la communauté comprenne l'importance de ce résultat au point qu'aujourd'hui, on a maintenant des milliers de planètes qui sont connues autour d'autres étoiles, pour la plupart qui sont très différentes des planètes dans notre système solaire. Et qu'est-ce que ce prix a changé pour vous ? Oh, vous savez, avoir un prix Nobel, ça change la vie. Vous devenez quelque part une sorte de diplomate de la science, ce qui est très important. Je pense que c'est très important d'expliquer à la société, aux décideurs et aux générations futures qu'est-ce que c'est que la science, de le répéter, l'importance de la science pour notre société. Et puis, ça a aussi changé le rôle qu'on a. C'est-à-dire qu'en étant diplomate de la science, voilà, je pense qu'il faut accepter de faire des choses un peu différemment. Donc moi, j'ai accepté de diminuer mon programme de recherche pour avoir plus de temps pour faire de la communication scientifique. Donc c'est ça, c'est ce qui a changé. Le plus autre chose qui a changé, maintenant, dans certains endroits, quand je me promène dans la rue, les gens me reconnaissent. Donc c'est un peu inhabituel pour un chercheur. On a l'habitude d'être assez discret, et puis tout d'un coup, on devient quelque part une star de la science. C'est quelque chose de assez particulier, je dois dire, pour lequel on n'est pas très préparé. Il y a quelques mois, vous avez été nommé par le pape François, membre de l'Académie pontificale. Que représente cette nomination pour vous ? Bon, l'Académie pontificale des sciences est une académie très intéressante parce que d'abord, elle réunit des gens brillants. Il y a beaucoup de prix Nobel, il y a beaucoup de gens qui pensent la science, qui sont invités à discuter du rôle de la science de façon large dans la société. On ne discute pas vraiment de religion, on discute surtout de l'impact de la science dans la société. Et puis c'est sûr que quand vous êtes au Vatican, vous touchez de manière très large en fait, tous les catholiques du monde. Donc c'est un peu un porte-voix pour expliquer la science, la société et comment ça se combine. En plus, c'est toujours très intéressant d'aller au Vatican parce que simplement, c'est juste superbe. Donc c'est un privilège, c'est une chance et puis, quelque part, c'est aussi un plaisir. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez de nouveaux objectifs ? Quels sont mes objectifs ? Oh, vous savez, mes objectifs, en gros, l'essentiel de ma recherche est quelque part un petit peu derrière moi maintenant, mais j'ai encore quelques rêves. Le premier, c'est j'aimerais vraiment que le domaine, la question de la recherche de vie dans l'univers s'installe et on travaille beaucoup pour installer des programmes, on va dire, multidisciplinaires pour aborder cette question, ce qui nous force un peu à changer un peu les structures de certains établissements. J'aimerais bien qu'on parle plus de science, à tout point de vue, donc j'essaye d'apporter mon aide pour des conférences avec les médias, donc je passe un peu plus de temps à faire ça. Et puis alors j'ai un peu une obsession parce que on a trouvé beaucoup de planètes depuis 30 ans, mais on n'a jamais trouvé vraiment une planète comme la Terre. Donc là, j'ai monté une expérience avec beaucoup de collègues, beaucoup d'autres institutions. On va installer cette expérience l'année prochaine et puis on a un programme sur 10 ans. Donc on va dire que c'est un peu mon dernier grand programme de recherche, qui est d'essayer de montrer qu'en plus d'avoir beaucoup de planètes qui sont différentes, il y a quand même quelques étoiles qui ont des planètes qui ressemblent diablement à la Terre. Et puis on laissera aux générations futures le soin d'aller étudier ces planètes avec grand détail et peut-être pour certaines d'y trouver de la vie. Merci Didier Queloz pour cet entretien particulièrement intéressant. Merci, au revoir. Cette semaine, mardi, le Conseil national a validé un projet de loi visant à donner un vrai statut aux stagiaires en entreprise. Et ce sont justement le quotidien de stagiaires de la Principauté parti à New York que notre correspondante va nous présenter dans la chronique US aujourd'hui. Ces jeunes s'intéressent à la diplomatie et ont intégré la mission permanente auprès des États-Unis. Bonsoir Alexandra Pani. Bonsoir à vous. Effectivement, la mission permanente monégasque est composée de 5 diplomates et au long de l'année, ils sont régulièrement secondés par des étudiants en stage. Actuellement, il s'agit de Louis et Elijah. Nous allons découvrir quel est leur parcours et l'expérience qu'ils ont acquise ici. Reportage. Mettre en pratique les connaissances acquises durant ces années d'études, les stages sont un passage aujourd'hui essentiel pour valider ces diplômes, mais aussi se confronter aux réalités du métier que l'on envisage. Ici, à la mission permanente de Monaco auprès des Nations Unies, les stagiaires sont accueillis tout au long de l'année. Et pas question de stage photocopie ou machine à café. Dès les premiers jours, les stagiaires sont plongés dans le grand bain. Je suis en charge de la deuxième commission, qui est celle qui gère les affaires économiques et financières. Et donc nous avons presque 40 résolutions à passer
en quelques semaines. Et donc c'est à la fois très intéressant de suivre les négociations et de suivre les processus d'adoption et de vote. Le fait que ce soit une petite délégation, ça nous permet en fait de participer plus que peut-être d'autres stagiaires d'autres délégations aux travaux de l'ONU. Et donc dans le cadre de mon stage, j'ai pu faire un discours, j'ai pu participer à des négociations et c'est vraiment une chance et ça permet vraiment de comprendre en profondeur le fonctionnement des Nations Unies. Elijah et Louis ont des parcours bien différents, mais avaient tous deux pour ambition de découvrir les réalités du métier de diplomate. J'ai fait un double diplôme au niveau licence, donc 2 ans d'abord à Sciences Po sur le campus de Menton et ensuite j'ai fait 2 ans à Columbia. Donc j'ai fait des études de relations internationales et de sciences politiques donc voilà, j'ai toujours été très intéressé par la diplomatie, par les relations internationales et j'ai moi-même envie de devenir plus tard diplomate. J'ai fait toute ma scolarité à Monaco, d'abord au collège Charles III et puis au lycée Albert Ier, filière littéraire, et puis suite à ça j'ai fait 3 licences. À Nice, de lettres modernes, philosophie et psychologie. Et après ça, je voulais aller à l'étranger, étudier les relations internationales. Et donc, je suis actuellement en 2e année de master à Rome. Ils sont arrivés début septembre et resteront jusqu'aux vacances de Noël. 4 mois pour renforcer l'équipe présente en cette période chargée. Donc, il y a 6 commissions différentes à l'Assemblée Générale de l'ONU et j'ai eu la chance d'avoir en charge, sous ma responsabilité, une commission pour moi tout seul. Donc j'étais en charge de la 4e commission qui est liée aux politiques spéciales et à la décolonisation. Donc au jour le jour, ça voulait dire que j'allais donc en commission, on débattait, j'écoutais des discours qui étaient prononcés par les différents diplomates de tous les pays. J'allais à des réunions informelles, c'est-à-dire on négociait entre diplomates un peu des textes, des résolutions qui allaient être passées, des projets de résolution. On était aussi amené à voter, donc à raison de une dizaine de fois au cours de ce stage qui a duré 4 mois. Donc c'était très intéressant et on était vraiment amené au cours de ce stage à vraiment voir le quotidien d'un diplomate. Et si vous aussi vous êtes étudiant en relations internationales et souhaitez découvrir le métier de diplomate, le département des relations extérieures et de la coopération du gouvernement monégasque saura vous orienter pour trouver un stage dans l'une des ambassades de la principauté à l'étranger. Bon à savoir, merci Alexandra. Si vous souhaitez vous rendre, non pas aux États-Unis, mais au Royaume-Uni prochainement, sachez qu'une autorisation électronique de voyage sera obligatoire, et ce dès le mois d'avril 2025 pour les ressortissants monégasques, qu'il s'agisse de voyages d'affaires, de tourisme ou pour une simple escale en avion, mais aussi en train ou autre moyen de transport. Ce document numérique vous sera demandé si vous ne possédez pas de visa. N'hésitez pas à consulter le site du gouvernement princier pour en savoir plus sur les demandes qui se feront en ligne à partir du 5 mars prochain. C'est une première pour le Monaco Women Forum. La plateforme a organisé son premier événement de networking hier au restaurant Neptune. L'objectif, mettre en avant les réussites de femmes de la région et favoriser les collaborations entre les professionnels issus de différents secteurs, que ce soit les affaires, la technologie, les sciences ou encore la finance. Toutes les précisions dans ce reportage d'Émilie Flamin et Julien Logier. Mettre en lumière les femmes de la principauté. Voilà le maître mot de ces nouvelles rencontres du Monaco Women Forum. Il y a quand même beaucoup de réseautage et d'événements qui sont professionnels, mais on va dire 90% des personnes qui participent sont des hommes. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment focaliser sur les femmes et essayer de pousser le spotlight sur le travail des femmes. Et pour cette première rencontre, la femme mise en avant est Carole Siomei, la cofondatrice du premier centre de longévité en principauté dans lequel le but est de rajeunir avec notamment la micronutrition, une nouvelle entreprise qui a besoin de se faire connaître. On souhaite vraiment cette proximité avec nos clients et du coup c'est vrai que de rencontrer les personnes de manière individuelle c'est une belle opportunité et c'est surtout une belle opportunité de, comme je vous disais, en fait vraiment d'échanger sur les parcours de chacun, sur l'expérience de chacun. Le réseautage est important aussi sur Monaco, mais c'est vrai que ces valeurs-là en fait de transmission aussi et c'est de contagion, c'est important. Ce rendez-vous est le premier d'une longue série. Tous les mois, une femme sera mise en avant par le Monaco Women Forum, ainsi qu'un événement annuel le 21 mars, avec pour thème la nouvelle conquête de l'espace.
Pas besoin de programmer le réveil lundi. Et oui, c'est férié en Principauté. Ce 9 décembre, nous célébrerons l'Immaculée Conception, fêtée habituellement le 8. Savez-vous ce que cette fête signifie? Pour l'évoquer, nous recevons ce soir l'abbé Christian Venard. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Cette année, petit changement à Monaco. Les célébrations n'auront pas lieu dimanche 8, comme le veut le calendrier chrétien, mais lundi 9. Pourquoi ? Alors, je pense que beaucoup de monégasques, de résidents à Monaco, ont repéré qu'il y avait un jour férié qui tombait cette année le 9 et non pas le 8. Alors en fait, non, c'est au contraire pour respecter le calendrier chrétien. Je vous explique, comme le 8 décembre tombe cette année un dimanche et que c'est un dimanche de l'Avent, liturgiquement, on est obligé de célébrer le dimanche de l'Avent. Mais comme l'Immaculée Conception est une solennité très importante dans la liturgie chrétienne, on dit qu'elle est reportée au lendemain et donc nous allons célébrer cette année le 8 décembre, le 9 décembre, donc la solennité de l'Immaculée Conception le lundi 9 et non pas le dimanche 8. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'origine de cette fête ? Alors l'Immaculée Conception, c'est le dogme par lequel les catholiques croient que la Vierge Marie, dès sa conception, a été préservée de ce qu'on appelle le péché originel. Le péché originel, c'est le péché d'Adam et Ève. Alors tout le monde a en tête la pomme, le serpent, et ce péché des origines, comme les théologiens préfèrent l'appeler, eh bien, il se transmet de génération en génération, il nous touche tous, le baptême nous en délivre. Et la Vierge Marie, eh bien, le dogme de l'Immaculée Conception dit qu'elle en a été préservée. C'est-à-dire que dans le plan de Dieu, comme elle était celle qui était destinée à porter en son sein le Fils de Dieu, Dieu lui-même, Jésus, eh bien Dieu a voulu la préserver de ce péché des origines. Ce dogme, il a été proclamé de manière officielle en 1854 par le pape Pie IX, 8 décembre, disant qu'à partir de ce moment-là, toute l'Église catholique devait professer cette vérité. Et comment ce temps fort est-il commémoré ici, en Principauté ? Alors ici à Monaco, il prend une ampleur particulière parce que notre cathédrale, dans laquelle je suis en train de vous parler, est dédiée à l'Immaculée Conception. C'est une cathédrale qui est construite à la fin du 19e siècle, sous le règne de Charles III, et elle est dédiée à cette nouvelle appellation de la Vierge Marie dans son Immaculée Conception. Alors si vous voulez, c'est la grande fête de l'église cathédrale, de l'église mère de toutes les églises de la Principauté. Alors c'est une fête qui tient à cœur aux monégasques et aux résidents parce que c'est leur cathédrale, mais en plus, il faut savoir que en ce jour-là, il y a une procession qui suit la messe. Pourquoi ? Parce qu'en 1631, la Vierge Marie a protégé Monaco de la peste et le prince Honoré II a décidé ensuite que tous les ans, pour remercier la Sainte Vierge de cette protection, il y aurait une procession. Et donc, cette année, j'invite tous les monégasques, tous les résidents à venir nombreux, non seulement pour honorer la Vierge Marie, mais pour respecter cette très belle tradition. On aime être ancré dans les traditions ici à Monaco. Cette très belle tradition, 18h la messe, qui est évidemment présidée par Monseigneur David, notre archevêque, et puis à partir de 19h, 19h15, la procession qui va aller de la cathédrale jusqu'au palais, puis qui va passer dans les ruelles de Monaco jusqu'à un endroit particulier où il y a une petite statue de la Sainte Vierge qui rappelle ce vœu du prince Honoré II, et avec en particulier la participation de la mairie qui a un rôle particulier dans ces célébrations. Et est-ce que la messe en elle-même a des particularités ce jour-là ? Alors c'est une très bonne question et je vous merci Sarah de me la poser parce qu'en effet depuis 2 ans on a ajouté une petite tradition dans cette tradition, c'est-à-dire que pour marquer le lien entre la compagnie des carabiniers du Prince et cette église mère qui est la cathédrale de Monaco, désormais depuis 2 ans la messe et la procession sont accompagnées par l'orchestre des carabiniers du Prince et il y a au cours de la procession 2 bénédictions spéciales. Une qui est assez classique depuis plus de 10 ans
ans maintenant de ce qu'on appelle le chemin des crèches, que tous les monégasques, les résidents connaissent. Donc il y a une bénédiction sur la place du Palais du chemin des crèches. Et puis on y a adjoint une bénédiction spéciale donnée par l'archevêque devant la caserne du Palais, la caserne des carabiniers, pour les carabiniers et leurs familles, qui est une espèce de remerciement de l'Église de Monaco pour ce travail si particulier des carabiniers, de la protection du prince, de sa famille, du palais et au service de nous tous. Merci beaucoup Christian Venard pour ces éclairages et bonne fête de l'Immaculée Conception. À noter que la messe sera retransmise en direct sur Monaco Info lundi dès 18h. Merci beaucoup. Elle a justement été créée pour récolter des fonds à destination des bonnes œuvres des paroisses de la Principauté. La 54e kermesse œcuménique avait lieu aujourd'hui sous le chapiteau de Fontvieille. Cette journée de bienfaisance présidée par son Altesse Royale la Princesse de Hanovre est organisée chaque année à l'approche des fêtes. Vêtements, décorations, jouets, il s'agit pour les visiteurs de dénicher des cadeaux à petit prix, solidaires et responsables. Nous étions à la cathédrale il y a un instant avec l'abbé Christian Venard. Eh bien, nous partons à présent à quelques pas de là, dans la chapelle de la Miséricorde. Jeudi dernier, un concert exceptionnel dédié à la musique baroque s'est tenu dans l'édifice. José Sacré, Jean-Alexandre Dordet et Clélia Renaud. Deuxième concert organisé par la Direction des Affaires culturelles cette semaine, après la Sportelle le 3 décembre, l'ensemble Concerto Soave a présenté le 5 décembre à la Chapelle de la Miséricorde un programme de motets pour basse et violon de André Campra et Nicolas Bernier. Concerto Soave, c'est un ensemble qui a été fondé il y a maintenant une trentaine d'années à Marseille, qui est surtout spécialisé dans les musiques de la période baroque et plus particulièrement la musique baroque italienne du début du XVIIe siècle. Campra, c'est le régional de l'étape, il est aixois. Il a composé énormément de très très belles musiques, assez connues en effet, alors que Bernier, qui est assez contemporain, quant à lui, est un peu moins connu, mais c'est une musique qui est vraiment tout à fait splendide. Et ce qui les rejoint là dans le programme de ce soir, c'est un répertoire donc, qu'on va faire là pour basse taille, c'est-à-dire une voix globalement de baryton, une voix grave d'homme, avec une basse continue et 2 violons. Et c'est un style qu'on appelle les motets à l'italienne. C'est une organisation musicale qui se faisait beaucoup en Italie au XVIIe siècle et qui a été repris un peu à la française parce qu'on aimait bien la mode italienne à cette époque-ci. Et Bernier, comme Campra, ont composé des motets dans ce style-là. Ce programme a fait l'objet d'un enregistrement discographique qui sortira au printemps prochain. Après les Nobel que nous évoquions il y a quelques instants, la cérémonie annuelle des prix littéraires du Pen Club de Monaco s'est tenue hier soir au lycée Régnier 3. Cette association d'écrivains internationale a récompensé 2 lycéens du lycée Albert Ier et un auteur plus aguerri que vous allez découvrir dans ce sujet de Gaëtan Lebrun et Thomas Deus. Depuis 18 ans, le Pen Club de Monaco remet chaque année 3 prix littéraires, le prix d'écriture théâtrale, le prix des 1000 mots Gérard Comment et enfin le prix Armand Lunel. Cette remise de prix est devenue un événement international dont les objectifs sont de mettre en lumière la plume des écrivains amateurs comme aguerris et de promouvoir la littérature, la culture et l'éducation en principauté. Nous avons en effet 3 prix littéraires, un prix d'écriture théâtrale qui sera remis en premier, qui est organisé dans le cadre des rencontres théâtrales Jean Cocteau du Centre méditerranéen d'études françaises. Le deuxième prix est le prix des 1000 mots Gérard Comment. C'est un prix d'écriture destiné aux lycéens. Ils doivent répondre à 2 questions au choix. La première question était: pensez-vous que l'intelligence artificielle soit une chance pour l'humanité? Et la seconde, comment comprenez-vous l'expression réussir sa vie? Et enfin, le dernier prix, qui est notre plus ancien prix, puisque nous le remettons depuis 2006, c'est le prix Armand Lunel, du nom du fondateur, du président fondateur, en 1968, du Pen Club de Monaco.
Le fleuron de cette remise de prix était le trophée Armand Lunel, un trophée qui récompense la meilleure nouvelle. Cette année, une quarantaine de récits ont été examinés par les membres du jury et c'est Patrick Huguen qui remporte ce prix grâce à un texte sur l'immortalité. Je suis parti d'une idée sur l'immortalité. J'avais lu il y a quelques années un texte de Borges qui parlait de l'immortalité. J'avais envie d'explorer ce que ça pourrait être qu'être immortel. Et on précise que cette année était marquée par le départ du président du Pen Club, Jean-Yves Giraudot, qui cède sa place après 10 années de bons et loyaux services. Son successeur doit être élu prochainement par le conseil d'administration. Quel temps fera-t-il demain? Pour le savoir, nous accueillons Émilie Flamin. Bonsoir Émilie. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Demain, le ciel restera très chargé sur Monaco. Pas de bleu à l'horizon, mais plutôt de gros nuages. Côté température, il fera encore frais, avec 8 degrés le matin et jusqu'à 12 au cours de la journée. Et en ce dimanche 8 décembre, nous fêterons les Elfriede. C'est la fin de ce journal. Merci à tous pour votre fidélité à Monaco Info. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition consacrée majoritairement à la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris qui a débuté aujourd'hui et qui se poursuivra demain. Vous avez d'ailleurs pu suivre cette première partie sur notre antenne en direct. D'ici là, portez-vous bien et profitez du village de Noël. Il a ouvert sur le port hier. En voici quelques images. Elles sont signées Stéphane Dana. Bonne soirée.